Avant de commencer, nous souhaitons souligner que nous ne sommes ni médecins ni spécialistes médicaux. Les propos tenus ici reflètent des expériences personnelles, des réflexions et des recherches. Notre objectif est d'explorer la diversité des fonctionnements neurologiques, de sensibiliser à ces réalités et de favoriser une meilleure compréhension. Nous abordons ces sujets avec respect pour chaque parcours, car chaque expérience est unique et valide. Nous vous invitons à écouter avec ouverture et à garder l'esprit que ce podcast est un espace de partage et non un lieu de diagnostic ou de conseils médicaux. Si vous ou vos proches êtes concernés par des enjeux liés à la neuroatypie, nous vous encourageons à consulter des professionnels compétents pour des accompagnements adaptés. Si vous souhaitez nous préciser un propos émis durant le podcast, nous vous invitons à nous en faire part en commentaire et sur nos différents canaux de discussion. Bienvenue dans le tout premier épisode de NAP Podcast, Éclairer la neurodiversité. Je suis Loélia et aujourd'hui nous commençons notre aventure pour mieux comprendre la neuroatypie. Ensemble, nous allons explorer, apprendre et célébrer la richesse des diversités neurologiques. Cette saison sera l'occasion d'entendre des voix variées, de partager des expériences et de découvrir les nombreuses facettes de la neurodiversité. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous présenter notre équipe. Nous sommes un groupe d'étudiants de Nantes Innov Campus réunis dans le cadre des White Days, des séances de projet où nous avons choisi de sensibiliser et d'éduquer sur la neuroatypie. Chacun de nous a à cœur de s'investir dans ce sujet et notre mission avec ce podcast est de vous offrir un espace pour découvrir, échanger et célébrer les différentes façons dont chaque cerveau fonctionne. Nous croyons que chaque perspective compte et que la neurodiversité est une force à mettre en lumière. Cette saison, nous ferons des zooms sur certains troubles et ouvrirons des discussions sur l'inclusion en milieu scolaire et professionnel. Nous souhaitons mettre en place des tables rondes et des témoignages personnels avec des neuroatypiques et leur entourage proche pour enrichir notre compréhension collective. Commençons par comprendre ce qu'est la neuroatypie. C'est un fonctionnement neurologique s'écartant de la norme qui regroupe plusieurs troubles. Quand on évoque la neuroatypie, les premiers troubles que l'on entend sont en premier lieu les HPI, au potentiel intellectuel, les THPI et TTHPI, très haut potentiel et très très haut potentiel intellectuel, le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et la constellation des dys, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, dyspraxie et dysphasie. Pas de panique pour les troubles 10, si vous ne savez pas à quoi ils correspondent, on en fera un épisode dédié pour tout vous expliquer. Mais la neuroatypie, c'est aussi les TSA, troubles du spectre de l'autisme, l'hypersensibilité, ainsi que les HPE, au potentiel émotionnel. Chaque trouble aura ses spécificités, mais de manière générale, la neuroatypie engendre des difficultés sociales, avec pour les plus courants, des rapports sociaux limités, une hypersensibilité émotionnelle et ou sensationnelle plus développée, des complications d'actes simples de la vie quotidienne et enfin un apprentissage perturbé. Le terme de neuroatypie a été inventé par et pour la communauté autistique et elle s'étend aujourd'hui à désigner toute personne s'écartant du fonctionnement majoritaire. Et c'est à partir des années 2000 que l'on étend le concept aux troubles de l'apprentissage et au TDAH. La neurodiversité, telle que nous la concevons aujourd'hui, est le fruit d'une réflexion collective développée par plusieurs personnes à travers le monde. Même si on entend Jim Sinclair, militant pour l'autisme, parler publiquement de cela en 1993, le terme est généralement attribué au journaliste Harvey Bloom et à Judy Singer, sociologue et militante autiste. Cette dernière s'est inspirée de concepts issus des neurosciences où l'on parle parfois de fonctionnement neurologique atypique. La neurodiversité évoque l'ensemble des différences neurologiques qui composent le genre humain. Là aussi, utilisé par des associations de personnes autistes, l'objectif est de déstigmatiser, mais aussi de démédicaliser les pathologies mentales, tout en célébrant la diversité de modes de pensée. Ce terme n'est pas considéré comme scientifique, mais plutôt comme un concept politique afin de lutter contre les oppressions systémiques dont sont victimes les personnes neuroatypiques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un fonctionnement cognitif différent n'est pas forcément nuisible, même s'il ne faut pas nier la notion de handicap, présente indéniablement pour certaines atypies. Le plus important est de cesser d'opposer capacité et incapacité, car la normalité est une construction sociale fondée sur un idéal rarement atteint et non une réalité absolue. Le mouvement neurodivergent
tend à lutter contre les stigmatisations subies par les individus concernés et à célébrer la diversité des modes de pensée. Parfois, on entend parler de psychoatypie. La neuroatypie affecte la manière dont une personne pense, apprend, interagit avec son environnement, et ces différences sont présentes dès la naissance. En revanche, la psychoatypie se réfère aux différences dans le fonctionnement émotionnel, affectif et comportemental, souvent associées aux troubles psychiatriques. Contrairement à la neuroatypie, qui est une différence de développement cérébral, la psychoatypie est souvent influencée par des facteurs biologiques, environnementaux et traumatiques, et peut survenir à différents moments de la vie. Cependant, une personne neuroatypique peut aussi être psychoatypique, par exemple une personne autiste souffrant de dépression. En résumé, la neuroatypie est une diversité du fonctionnement cérébral, tandis que la psychoatypie est une altération du bien-être psychologique qui peut nécessiter un accompagnement thérapeutique. Mais alors pourquoi on entend de plus en plus parler de neuroatypie ? Certains diront que c'est un effet de mode, mais la réalité est un peu plus profonde que ça. Un double effet vient accroître le nombre de diagnostics autour de la neuroatypie. Premièrement, c'est un trouble de plus en plus connu. Les professionnels de santé y sont de plus en plus formés et les critères de diagnostic sont plus précis. Tout cela facilite alors le diagnostic d'une neuroatypie et donc augmente le nombre de personnes diagnostiquées. Mais en plus de ces diagnostics plus précis qui identifient de neuroatypiques, on observe une augmentation des personnes neurodivergentes à cause de la pollution chimique et de nombreux facteurs comme les perturbateurs endocriniens et les pesticides. Pour approfondir le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Lecoz, référente handicap au sein de notre école, qui œuvre chaque jour pour créer un environnement inclusif et soutenir les étudiants neuroatypiques. Merci d'être avec nous, Claire. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer en quoi consiste votre rôle au sein de l'école ? Donc, je m'appelle Claire Lecoz, je suis chargée des ressources humaines au sein de Nantes Innov Campus et j'ai également la casquette de la référence handicap sur le campus. Quel est le pourcentage d'étudiants ayant une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, au sein de l'école et comment cela influence-t-il les actions ou dispositifs mis en place pour leur accompagnement ? Aujourd'hui, sur le campus, on a environ 3%, 3,74% exactement, d'étudiants en situation de handicap sur 640 élèves. L'influence que la RQTH peut avoir sur les études des différents étudiants, tout dépend de la pathologie. Il y a une pathologie plus ou moins grave, ça peut entraîner de gros aménagements ou pas. Tout dépend de la pathologie. Quelles sont les principales formes de neuroatypie que vous rencontrez dans le cadre scolaire ? Les principales formes de neuroatypie rencontrées, ça va être les troubles du spectre de l'autisme, le TSA. On va aussi retrouver le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on entend sous le TDAH, et aussi les troubles spécifiques de l'apprentissage comme les différents 10. Quels sont les principaux défis auxquels font face les étudiants neuroatypiques dans une école comme la nôtre ? Les différents défis, ça va être la gestion de la charge de travail, les exigences académiques demandées, une forte concentration et attention durant les cours, qui peut être compliqué pour certaines personnes en fonction de la pathologie, une anxiété sociale pour certains également, et puis pour d'autres, une gestion des priorités et du temps de travail. Comment l'école s'organise-t-elle pour accueillir et accompagner ses étudiants ? Innov a mis en place plusieurs stratégies d'accompagnement pour favoriser leur réussite et l'inclusion de chacun. On va avoir les aménagements pédagogiques, du temps supplémentaire, des supports de cours adaptés, des modes d'évaluation alternatifs également, et un soutien technique et des outils numériques. Y a-t-il des dispositifs de soutien spécifiques pour aider les étudiants à gérer le stress ou l'organisation du travail ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'aménagement spécifique réellement mis en place par Innov. Après, je sais que le service qui est basé au siège se réunit souvent pour être en perpétuelle évolution. Mais voilà, c'est des aménagements basiques. Y a-t-il un dispositif ou une ressource spécifique que vous aimeriez mettre en avant ? Alors oui, on pourrait mettre en avant des services, je pense, de soutien psychologique et émotionnel
pour aider les étudiants qui en ont réellement besoin. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui manque un petit peu dans chaque campus. Ou moi, j'avais pensé également à des séances de relaxation ou de gestion du stress pour pouvoir appréhender au mieux les différents modules de cours. Comment sensibilisez-vous le personnel enseignant et les autres étudiants à la neuroatypie ? Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose de mis en place non plus, mis à part des mails de sensibilisation ou des échanges informels avec les différentes personnes. Ce qui pourrait être mis en place, ce serait des formations spécifiques pour l'ensemble des intervenants et une sensibilisation ou des ateliers pour les étudiants qui ne sont pas atteints de troubles, mais qui peuvent être amenés à travailler avec des étudiants porteurs de handicap. Pensez-vous que la société, en général, sont suffisamment inclusives envers les personnes neuroatypiques ? La question, je pense que ça a bien évolué, mais je pense que la société, elle n'est pas totalement encore inclusive pour les personnes neuroatypiques dans plusieurs domaines tels que l'éducation ou encore le monde du travail. Donc il faut continuer, je pense, à être en perpétuelle évolution. Quels sont les retours des étudiants que vous avez accompagnés ? Alors, il y a du bon et du moins bon. Dans l'ensemble, les étudiants ayant besoin d'aménagement sont contents de ce qu'on leur propose. D'autres moins contents, mais ils ne se rendent pas forcément compte non plus que moi, personnellement, à ma petite échelle, je ne peux pas décrocher toutes les aides et tous les accompagnements nécessaires. Quels changements souhaiteriez-vous voir dans le système éducatif global pour mieux inclure les personnes neuroatypiques ? Je l'ai dit un petit peu précédemment, mais c'est vrai qu'une sensibilisation, une formation des intervenants peut être très bénéfique pour appréhender au mieux les différentes pathologies rencontrées. Une adaptation aussi des méthodes pédagogiques et une accessibilité renforcée sur les environnements physiques et numériques. Quels conseils donneriez-vous à une personne neuroatypique qui hésite à parler de ses besoins dans un environnement scolaire ou professionnel ? Moi, je dirais qu'il est important de se rappeler que demander des aménagements au travail, soit dans le monde professionnel ou dans le monde de l'école, c'est un moyen de renforcer ses compétences, c'est pas un signe de faiblesse. Donc aborder ce genre de besoins de manière claire et constructive permet d'évoluer dans un environnement inclusif et où on peut donner le meilleur de soi-même. Un dernier mot pour encourager ou inspirer les étudiants et enseignants qui nous écoutent ? La neuroatypie, les pathologies, être porteur de handicap, c'est finalement une richesse qui peut apporter des perspectives différentes et uniques aux yeux des autres. Donc c'est du talent, donc il faut continuer à s'accepter et à se donner. Merci beaucoup Claire pour ton temps et ce témoignage. Nous espérons que ce premier épisode vous a donné un bon aperçu de ce qui vous attend cette saison. La neurodiversité est un sujet passionnant et essentiel et nous sommes ravis de partager cette aventure avec vous. Pour continuer la discussion, nous vous invitons à rejoindre notre serveur Discord où vous pourrez poser vos questions, échanger vos expériences et en apprendre encore plus. Nous conclurons ce podcast sur une citation d'Harvey Bloom publiée dans un article du The Atlantic. La neurodiversité pourrait être tout aussi cruciale pour l'espèce humaine que la biodiversité l'est pour la vie en général. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de NAP Podcast Éclairer la neurodiversité.